Le grand débat de la santé, en coproduction avec le magazine Ça m'intéresse santé, une émission présentée par Kenza Brega et Cécile Couman. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le grand débat de la santé. Alors chaque mois, Radio Médecine Douce, en collaboration donc avec le magazine Ça m'intéresse, réunit autour de la table des experts sur un sujet d'actualité. But de l'opération, échanger pour que nos auditeurs puissent se forger leur propre opinion. Et pas question évidemment de déterrer la hache de guerre. Alors pour son retour, après le premier confinement et en plein deuxième confinement, le grand débat de la santé n'avait en fait pas le choix. La pandémie de Covid-19 s'imposait comme sujet. Mais pour aider nos auditeurs à y voir plus clair, à mieux traverser cette période, en fait, nous avons décidé de nous focaliser sur notre système immunitaire. Peut-on le renforcer et si oui, comment? Alors avec moi aujourd'hui pour animer ce débat, Kenza Brega. Kenza, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, vous êtes journaliste donc à Radio Médecine Douce, on vous connaît. Et pour planter le décor, vous êtes allé dans les rues de Paris pour savoir ce que le grand public connaît du système immunitaire. Alors, j'imagine que ce grand public, il a fait des progrès fulgurants pendant cette période. Oui, écoutez, j'ai même été surprise d'ailleurs. On a été leur demander en fait ce qu'ils connaissaient du système immunitaire, mais surtout comment ils faisaient pour le booster et le préserver. On écoute ? Pour moi, le système immunitaire, c'est ce qui va nous permettre de lutter efficacement contre toutes les agressions entre guillemets extérieures de type virus, comme la grippe par exemple. Et je me suis mis en fait depuis que je suis arrivé à Paris, il y a tellement de pollution autour, tellement de bruit, tellement de monde, tellement que je me sentais pas en forme. Et je me suis dit qu'il fallait que j'adapte mon alimentation. Et donc je me suis mis à cuisiner, je me suis mis à aimer ça. Et je mange beaucoup plus de légumes, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus de vitamines, des fruits aussi. Et j'ai senti vraiment la différence. Pour booster mon système immunitaire, déjà je prends des vitamines à l'entrée dans l'hiver. Mais moi j'ai un petit garçon, donc justement je fais très attention à ce qu'il mange. Je pense que le système immunitaire c'est très important parce que c'est ce qui nous permet de nous protéger quand l'hiver arrive des virus. Alors écoutez, moi le système immunitaire, j'en sais pas grand chose à part peut-être globules blancs, globules rouges, un petit mix comme ça. Pour le booster, alors avant je faisais pas spécialement grand chose à part manger à peu près, on va dire, équilibré. Mais c'est vrai que là, depuis l'arrivée du Covid, j'essaye de booster un peu, prendre des vitamines le matin, de la vitamine C ou manger des oranges. Pour le booster, c'est juste une bonne alimentation. J'essaie de ne pas trop me droguer, entre guillemets, de médicaments qui pourraient en fait complètement inhiber mon système immunitaire. Voilà, c'est vraiment avoir une bonne hygiène de vie en tout point, c'est-à-dire niveau alimentation, physiquement également, et puis voilà. Eh bien, écoutez, Kenza, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. On va voir, on va voir au cours de l'émission s'il y a des grosses erreurs, mais j'ai pas l'impression. Donc, place au débat maintenant avec trois experts qui ne sont malheureusement pas autour de cette table. Conditions sanitaires obligent, Kenza. Effectivement, et pour répondre à toutes les questions que nos éditeurs se posent à l'approche de l'hiver, sur comment booster leur système immunitaire pour faire face au virus de l'hiver, nous avons invité le professeur Renato Montero. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour et bienvenue et merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Société française d'immunologie et chef du service à l'hôpital Bichat à Paris. Avec nous également Béatrice Zwiton. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci d'être avec nous Béatrice pour cette émission. Vous êtes naturopathe à Vincennes et membre du syndicat professionnel de naturopathie. Et à vos côtés, nous avons également Laetitia Proust-Millon, qui est diététicienne nutritionniste dans la région bordelaise. Bonjour à vous, auteur de plusieurs livres sur l'alimentation anti-inflammatoire et qui est au téléphone avec nous également. Hélas, on aurait bien voulu les avoir autour de la table. On fera un débat malgré tout. Donc, alors, on va commencer peut-être avec vous, professeur Montero. Si je dis, comme finalement l'une des personnes qu'on a entendu dans ce micro-trottoir, que le système immunitaire, c'est ce qui protège notre organisme des agressions extérieures. Est-ce que c'est un bon résumé ou est-ce que c'est vraiment un résumé un peu court? Non, je pense que c'est assez impressionné par la réponse, effectivement. Je pense que les auditeurs sont connaissent les principes de base du système immunitaire. C'est effectivement pour défendre contre les organismes. Nous avons à peu près 1 million de différents éléments étrangers entre virus, bactéries, parasites, champignons, substances chimiques. Et que vous ne savez peut-être pas, nous avons 15 milliards de cellules du système immunitaire pour protéger contre ces petits millions mais qui sont très, très différents les uns des autres, évidemment. 1 million des corps étrangers et d'agresseurs, c'est quand même beaucoup. Et la nature a fait que nous sommes préparés avec l'évolution à créer un système qui produit des cellules qui vont produire des molécules qui vont se battre contre ces organismes étrangers.
Donc, Alors effectivement, justement, est-ce que oui. juste le système immunitaire, il nous protège finalement que contre les agressions extérieures ou un peu contre nous-mêmes finalement aussi, contre Bah, des écoutez, agressions intérieures, si je puis dire? bien sûr, ce que nous parlons actuellement en science, on dit souvent l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un terme d'origine grecque et très ancien, c'est-à-dire le bien-être, hein, le bien-être de l'individu. Et le système immunitaire, évidemment, joue un rôle clé là-dessus, notamment avec d'autres compartiments, parce que vous savez très bien que le système immunitaire n'est pas seul dans l'organisme, hein. Il vit avec des bactéries, par exemple, dans ce qu'on appelle le fameux microbiote que vous avez certainement entendu parler, que c'est des milliards de On va en bactéries, parler même. puis on va en parler exactement. Et donc, il y a une conversation en continu, hein. Donc, on sait très bien que des sujets qui ont un microbiote altéré ont également un système immunitaire altéré. Et dans ce sens, il est très important de savoir qu'effectivement, on ne vit pas seul. Donc, c'est très influençable par ça. Et donc, il y a un système d'alerte, en fait, qui fonctionne, parce qu'on a entendu tout à l'heure le mot, qui est quand même très connu, hein, le mot d'anticorps. Comment ça Alors, fonctionne concrètement? Est-ce que vous pouvez nous dire? ben, écoutez, voilà. Donc, on va essayer de résumer en quelques lignes, hein, le système immunitaire, qui est un des systèmes les plus complexes. On dit qu'il y a, grosso modo, 3 grands complexes, systèmes complexes dans l'organisme. Les cerveaux, évidemment, les systèmes immunitaires et le système hépatique et le cardiovasculaire, qui sont aussi assez complexes. Mais le système immunitaire, avec les cerveaux, sont des systèmes extrêmement complexes. Bon, voilà. Pour simplifier les choses, lorsqu'un microbe pénètre l'organisme, que ce soit par les nez, il pénètre par quel côté? Par les muqueuses. Donc, il faut que l'auditeur sache qu'il pénètre par les nez, par la bouche, par l'œil. Donc, quand on parle de protection par des masques, il y a un sens. Évidemment, quand on est exposé encore plus, il faut mettre des lunettes pour se protéger parce que les yeux également, c'est une porte d'entrée des microbes. Ouais. Qu'il soit le Covid, Alors, qu'il soit un autre virus, c'est aussi une porte d'entrée. Alors, on ne va pas non plus exagérer. Mais dès qu'on est dans une situation comme un soignant peut l'être, en réanimation, bien entendu, il se protège avec des masques spéciaux qui empêchent le passage de ces micro-organismes, des virus, et des lunettes. Oui, vous parlez justement, professeur, petite question quand même importante. Est-ce que la fièvre, c'est le signal d'alerte par excellence qu'il y a un problème? Et est-ce qu'on est tous finalement égaux d'une personne à une autre? Non, nous ne sommes pas tous égaux et la fièvre, effectivement, c'est un signal d'alerte, c'est clair. La fièvre est un signal d'alerte parce que ça veut dire que votre corps, votre système immunitaire réagit. Et dès qu'il réagit, on dit, c'est le fameux terme de l'inflammation, hein, c'est une réaction inflammatoire, c'est-à-dire qu'elle est physiologique, hein, vous n'êtes pas une maladie inflammatoire, vous faites une inflammation et vous récupérez de cette inflammation. C'est-à-dire, les Grecs ont défini ça par la rougeur, la chaleur. Hein, donc, la chaleur, c'est quoi? C'est la fièvre, la douleur et les gonflements. Ça, c'est les termes de l'inflammation. Alors, ça, c'est quand c'est dans la peau, on a un globement, on va voir la rougeur, on va voir les gonflements, etc. Mais quand c'est dans le corps au niveau entier, on ne voit pas cette rougeur, on ne voit pas cette chaleur, on ne voit pas excusez-moi, ces gonflements, évidemment. Mais on a également une augmentation de la température qui se manifeste par la fièvre, qui est des sentiments de froid et la température et la fatigue et l'asthénie. Voilà. Et donc en fait, ce système immunitaire qui réagit, il se passe quoi concrètement? Enfin, le virus est rentré. Voilà, il est rentré. Une fois qu'il rentre, les premières cellules qui arrivent pour combattre les virus, c'est les cellules qui sont prêtes à faire ça. Et on appelle ça l'immunité innée, c'est-à-dire c'est l'immunité qui est prête à réagir contre tout type d'organisme. Nous avons en France un professeur qui a eu le prix Nobel parce qu'il a découvert que les cellules avaient des molécules à la surface de ces cellules qui reconnaissaient ces différents types d'agresseurs, que ce soit une bactérie, que ce soit un virus, un champignon ou un parasite. Et donc, ces cellules sont des globules blancs, comme on s'est dit, pas de globules rouges, mais des globules blancs, qu'on appelle également des leucocytes, et qui patrouillent à proximité. Hein. Donc, ils sont soit au niveau de la muqueuse, au niveau du sang, au niveau de la lymphe, et ils vont tout de suite agir pour essayer de bloquer. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour bloquer? D'une fois, ils arrivent, ils peuvent engloutir l'agresseur, qu'on appelle la phagocytose, il englobe, il internalise, il tue l'agent, il tue la bactérie, il tue le parasite, il peut tuer également le virus.
Voilà. Après, il y a un système un peu plus complexe qui s'est mis en place, c'est-à-dire certaines cellules qui sont, mettons, des cousins de ces cellules innées, qui sont aussi considérées dans le système inné, c'est-à-dire des cellules qui sont prêtes à réagir et qui ont des bras très très longs. On appelle ça les cellules dendritiques, parce qu'en dendrite, c'est des bras très longs, qui vont prendre ces micro-organismes, internaliser, et au lieu de non seulement les tuer, ils vont tuer, mais ils vont également dire, mais qu'est-ce qu'on a tué? On a tué quelque chose. On va faire des petits bouts et on va regarder des petits morceaux de cet agresseur et on va les amener à nouveau à la surface de la cellule. Et donc là, c'est déjà beaucoup plus sophistiqué. Il y a une machinerie que la cellule elle dispose. Hein. Donc, ceux qui font de la mécanique pour dans une voiture, imaginent qu'il y a différents types de voitures. C'est une voiture très simple, une voiture très sophistiquée ou un avion. C'est la même chose. Vous avez un système interne des moléculaires qui amène ces petits bouts de ces corps étrangers à la surface. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, les lymphocytes, qui est une cellule différente, beaucoup plus petite que le phagocyte, hein, celui qui internalise, et ces lymphocytes vont reconnaître des petits parties de l'agresseur et va monter une réponse. Quand il monte cette réponse, il va faire des lymphocytes qui vont faire des molécules qui vont être sécrétées, qui s'appellent anticorps, vous avez bien dit. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est un anticorps? Voilà, un anticorps, c'est une grosse molécule comparée à d'autres. Quand on parle des cytokines, c'est des toutes petites molécules. L'anticorps, c'est une grosse molécule qui a plusieurs fonctions. La première fonction, c'est qu'il peut lier à l'antigène d'une façon spécifique. Donc, il va reconnaître différentes parties de l'antigène. Alors, la confusion qui est peut-être apportée par les journaux et par les scientifiques, c'est qu'on parle d'anticorps neutralisants. Hein, vous avez dû entendre parler. Donc, ils sont des anticorps qui peuvent neutraliser l'entrée du virus, si vous voulez. Parce qu'un antigène, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, quand vous prenez par exemple un objet quiconque que ce soit, il y a différentes parties dans cet objet qui on appelle, qui sont différents pour entrer dans l'organisme. Si imaginez qu'une partie de l'objet touche l'entrée et les récepteurs, les molécules spécifiques dans l'entrée de virus, l'anticorps reconnaissant ça, il empêche l'entrée. Donc là, on appelle un anticorps neutralisant. Et donc ça, c'est le but de tout type d'action qu'on fait pour protéger contre l'organisme, notamment le vaccin, hein, qu'on en parle souvent. Et ça, c'est extrêmement important de connaître. Donc, il faut pas oublier... On voit qu'il y a une première ligne, une deuxième ligne. Excusez-moi, la première ligne, c'est lymphocyte B qui fait les anticorps. Ouais, donc, il fait à peu près des anticorps. Il fait des millions d'anticorps. Et ce qui est très intéressant dans l'immunologie, c'est que dès la naissance, on reçoit les anticorps de la mère. Dans l'allaitement maternel est extrêmement important pour passer les anticorps de la mère. Ah oui, c'est pour ça qu'on dit ça. Et après, l'enfant va produire des anticorps, mais c'est très long. Il met 2 ans pour produire. Et donc, vous savez, l'allaitement est important. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps, vous avez votre enfant en crèche, et l'enfant est souvent un petit rhume, et souvent les parents sont malades et sont souffrants. Avec l'enfant, il n'a rien, il a juste un petit rhume qui coule, un nez qui coule et rien d'autre. Il est en train de reconnaître chaque organisme. Il va faire des milliers d'anticorps différents contre différents types, ce qu'on appelle faire un répertoire. C'est comme si vous avez un téléphone avec plusieurs numéros, un téléphone vide. Quand il est vide, c'est à la naissance, vous venez d'acheter votre téléphone et au fur et à mesure que vous rentrez vos numéros de téléphone, vous faites votre répertoire. Et l'enfant va faire son répertoire jusqu'à l'âge adulte. Et là, on a notre répertoire. Et vous voyez, si vous avez un répertoire contre vos antigènes, forcément, oui. Oui, professeur Matero. Donc, on voit que c'est un système effectivement complexe avec plusieurs lignes d'attaque qu'il se construit au fil des années. Mais pour revenir sur ce que disait Kenza tout à l'heure, on a bien vu et on voit encore malgré tout, malheureusement, dans cette pandémie, qu'il y a des gens qui réagissent plus ou moins bien au virus, entre guillemets, qui font des formes plus ou moins graves. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des grosses inégalités en termes de constitution finalement du système immunitaire? Voilà, c'est exactement ça. Il y a une énorme différence et nous avons nous-mêmes à Bichat ici une étude, nous avons isolé le virus de la Covid et traité évidemment
dans une pièce de culture avec des cellules saines et on voit que certains individus répondent et pas d'autres. Et on sait, en fait, il y a un système immunitaire qui a été décrit par Jean Dossé, qui est un autre prix Nobel français, qui a décrit ce qu'on appelle le système HLA, qui est un système de transplantation. Quand vous donnez votre organe à un receveur, si vous n'avez pas une identité identique au receveur, vous avez un rejet de l'organe. Et donc, la même chose se passe pour les virus. Il y a une hétérogénéité. Il y a des gens qui vont combattre le virus et d'autres vont ne pas combattre, ne vont pas être malades. Et donc, c'est très différent, très hétérogène, qui montre toute la difficulté, hein, parce que certaines personnes ne font pas d'anticorps, mais font aussi également un autre type de réponse, vous avez parlé des lignes de défense, et la ligne cellulaire de défense. Parce qu'il y a des cellules qu'on appelle les lymphocytes T comme travail, hein, qui travaillent évidemment et qui vont attaquer les virus pour les tuer. Qu'on appelle les lymphocytes travailleurs, ou les lymphocytes T. Et c'est pas, le T ne vient pas de travail, c'est une plaisanterie. Il vient du thymus, qui est un organe nous avons à la naissance. Mais c'est une analogie, hein, c'est un lymphocyte qui fait un énorme travail non seulement pour aider l'autre lymphocyte B à produire des anticorps, mais peut également tuer les virus qu'on appelle lymphocytes T cytotoxiques. Donc là, on peut avoir des gens qui font une réponse T et pas d'anticorps, et d'autres qui font des anticorps et des T, et d'autres qui font que des anticorps. Donc c'est assez hétérogène. Ça peut expliquer aussi pourquoi certains patients vont évoluer plus gravement que d'autres dans une même famille, avec nous sommes tous différents, quoi. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et heureusement, d'ailleurs, ça fait la diversité. Et le système immunitaire est également différent. Alors justement, question pour vous, Béatrice Sviton. Est-ce que dans votre cabinet de naturopathie, est-ce que le système immunitaire, il prend une place différente? Est-ce que vous avez l'impression que la Covid-19 a modifié la curiosité de vos patients par rapport justement à ce système immunitaire? Alors, il y a eu deux approches, on va dire deux stades bon, il y a eu le premier Covid, enfin la première vague, où là, les gens étaient plutôt envahis par une panique, hein, bon, avec tout ce qu'on a pu faire autour de ça, donc qui a engendré vraiment une peur, un manque de confiance aussi du coup, parce que des gens qui étaient absolument pas malades ou qui n'avaient pas une sensibilité particulière se sont retrouvés dans une ambiance telle que ils ont fini par perdre confiance en leur propre immunité, si je puis m'exprimer ainsi. Maintenant, l'approche de la deuxième vague est totalement différente. Je pense que les gens sont plus posés, moins effrayés, même si certains sont encore très perturbés par la situation, d'autant que il y a rien qui nous dit aujourd'hui ce que c'est réellement, comment on va la combattre réellement, où est-ce qu'on va aller. Donc l'inconnu fait toujours peur, hein, donc la situation est légitime. Maintenant, moi, en tant que naturopathe, je sais que j'ai une approche un peu. Alors, il y a le système immunitaire tel que l'a décrit le professeur Montero, où là, c'est inéluctable. Hein, effectivement, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est un mécanisme, c'est une programmation de l'organisme, si je peux m'exprimer. Mais indépendamment de ça, moi, j'inclus aussi tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire que tout ce qui va également, il y a effectivement le package qu'on a, ce que l'organisme est capable de faire avec les outils qu'il a, mais également tous les éléments extérieurs qui pourraient ou bonifier ou au contraire affaiblir ce système immunitaire. Donc, on va parler effectivement dans toutes les missions. Voilà, c'est tout ce qu'on va détailler un petit peu comment, voilà, ce programme de départ, on peut soit l'améliorer ou en tout cas bien l'entretenir au minimum. Voilà, l'entretenir. Et moi, je pars toujours du principe que rien n'est fatalité. Donc, c'est très compliqué de dire, moi, je trouve que c'est assez défaitiste de dire aux gens, d'ailleurs, ce que les trois quarts des gens disent, oui, mais voilà, mon grand-père a eu ça, donc c'est normal, je l'ai. Ou mon père a eu ça, donc c'est normal, je l'ai. Voilà. Et moi, j'arrête tout de suite. Je dis, non, un peu voilà, c'est un package que vous avez à la naissance. Maintenant, on peut le modeler, on peut mettre des choses en place qui vont permettre de ne pas réveiller ou ne pas titiller un gène dormant. Voilà. Donc, c'est plus une approche.
Je vous en prie, allez-y. Oui. Ok, non, mais on va développer tout ça Voilà, avec tout ça tout à l'heure. c'est le but de l'émission. Mais juste un petit point pour rester sur ce système immunitaire, pardon, avec vous, Laetitia Proust-Millon. Alors, je rappelle que vous êtes diététicienne nutritionniste. Et donc, le système immunitaire, vous connaissez, le professeur Montero a dit le nom tout à l'heure. Voilà, en tant que diététicienne nutritionniste, vous, comment vous l'abordez et le rôle de l'alimentation dans tout ça? Parce on a parlé tout à l'heure du microbiote. Donc, tout part de là. Il y a beaucoup du système immunitaire quand même qui se niche dans ce microbiote. Donc, une partie, le microbiote, en fait, est une barrière immunitaire, donc ça fait partie de ce système. Donc moi, mon approche, en fait, c'est les patients qui viennent me voir aussi sont sensibilisés par rapport à cette épidémie, mais ce que je retiens, moi, c'est que les gens sont un petit peu demandeurs d'informations sur comment optimiser ce capital. On est tous conscients qu'on est différents et on est fait d'une telle manière, mais comme le disait Madame Svitone, après qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et puis comment aller chercher les choses pour faire au mieux. Donc ça, c'est un petit peu la demande des patients aujourd'hui. D'accord. Juste un dernier petit point, peut-être, professeur Montero, l'immunité collective, ce mot-là, je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui, c'est devenu un mot très courant. Est-ce que ça existe vraiment? Et bien sûr, on verra. Enfin oui, ça existe, mais surtout, est-ce qu'on peut y arriver là, parce qu'on est dedans quand même, donc. Ouais, non, vous avez tout à fait raison. Effectivement, on parlait des réponses et des différentes phases de la réponse, soit anticorps, soit cellulaire, et on oublie de dire que effectivement, à la fin de cette réponse, il y a la mémoire. Aussi, le cerveau a une mémoire, comme le système immunitaire a une mémoire de virus. Donc, cette immunité collective, elle utilise ces systèmes de mémoire pour répondre. Mais pour obtenir une immunité collective, il faut un plateau et pas un pic d'infection. Donc, si vous avez un plateau long, vous avez de plus en plus de gens qui vont être malades et vous allez attendre entre 50 et 60% de la population qui ont été contactés par le virus. C'est vrai que la deuxième vague, on est beaucoup plus infecté que dans la première, mais on est encore loin, à mon avis, de l'immunité collective. C'est-à-dire que l'immunité collective, c'est qu'on va préparer des anticorps et des cellules T contre les virus naturellement, et on va les éliminer en mettant plus ou moins asymptomatiques, des préférences. Certains individus vont avoir un petit symptôme. Plus on diminue la charge virale, plus on est efficace à passer à des symptômes plus faibles, si vous voulez. Plus on a un R, on a été dit à la télévision, un R très élevé, plus la charge virale est élevée, plus on a une agression. Et on voit très bien, même en vitro, plus on met le virus, plus on agresse les cellules. Donc, c'est assez logique. Si on a une immunité collective, on diminue le virus globalement, et donc on a tous, pas une grippette, parce que ce mot-là est très, très, comment dire, maléfique, je dirais. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a effectivement une réaction moins importante et une protection plus importante, plus collective. Mais on est loin. C'est pas pour tout de Certains suite, pays comme la Suède ont fait objectif, mais ils n'ont pas réussi encore, à mon avis, à une conclusion, je pense. Alors, professeur Béatrice et Laetitia, vous allez rester. Je vous propose. On vous entend très bien, professeur. Restez avec nous, en tout cas, Béatrice, Laetitia. Je vous propose de passer maintenant à la deuxième partie de ce grand débat de la santé. Le grand débat de la santé, deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, eh bien, je vous propose de passer de la théorie à la pratique, ce système immunitaire qui nous rend bien des services. Comment pouvons-nous le maintenir en bon état de marche et surtout pouvons-nous le stimuler en agissant uniquement sur notre hygiène de vie? Alors la question, j'ai envie de vous la poser, professeur, sur le principe, est-ce que c'est possible? Oui, ça a été déjà dit par mes collègues sur le plateau qu'effectivement, il y a non seulement l'aspect de booster son propre capital, je crois que c'est extrêmement important pour une bonne alimentation. Ce qu'on sait actuellement, c'est que les vitamines jouent un rôle clé dans le système immunitaire. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine B2, la riboflavine, les métabolismes. La D. La D aussi. La D, oui, j'ai parlé, j'ai dit la D. La vitamine C. La vitamine C. La vitamine C aussi, mais la A et la D sont extrêmement importantes pour les cellules qui sont du système immunitaire dans les muqueuses. Donc, vous avez raison, vous savez certainement,
Et c'est le lymphocyte T qui se balade dans les muqueuses et qui nous protège. Et donc, c'est clair que, notamment la vitamine D, un problème de soleil, donc c'est important de voir votre médecin, notamment les personnes un peu plus âgées, qui sont susceptibles d'avoir des virus plus graves. Donc, il faut faire attention d'avoir comment dire, un traitement qui est léger de vitamine D par voie orale pour pouvoir, si c'est nécessaire. Ce n'est pas obligatoire de le faire. Mais il a été démontré largement. Mais alors peut-être, Laetitia Proust-Millon, on est sur les vitamines, là, j'ai vu que vous vous animiez sur les vitamines, sans parler de supplémentation vitaminique. Restons pour le moment sur une hygiène de vie, sans prendre, j'allais dire, de produits extérieurs. Restons là-dessus. Vous, en tant que diététicienne nutritionniste, qu'est-ce qu'on peut faire? La vitamine D, professeur Montero nous a dit, bon, on sort le nez de sa fenêtre, juste se mettre déjà à l'extérieur, c'est déjà une bonne chose, mais sur les autres vitamines qui sont utiles à notre système immunitaire, que peut-on faire? Qu'est-ce qu'on met dans son assiette, en fait? Bon, c'est vrai que la vitamine D, elle est importante parce que c'est vraiment, je dirais, celle que je mettrais en numéro 1 avec la vitamine A. Et la vitamine D, à l'opposé de toutes les autres vitamines, c'est qu'on ne peut pas trop aller la récupérer dans l'alimentation. Donc, c'est vraiment l'exposition au soleil. Et ce qui est intéressant de dire aux auditeurs, en fait, c'est que pour synthétiser cette vitamine D, il faut une exposition, en fait, d'1 quart d'heure par jour, l'équivalent, en fait, de l'avant-bras. Pour pouvoir synthétiser. C'est une vitamine en fait qui est synthétisée et on va la stocker ensuite. Donc en fait on va la synthétiser bien sûr sur les mois qui sont les plus ensoleillés, donc de mai on va dire jusqu'à septembre, et ensuite on la stocke, elle est stockée dans le foie et le corps en fait va l'utiliser pendant les mois d'hiver de non-exposition solaire. Donc là, c'est vraiment important pendant l'exposition, la période d'exposition, en fait, d'optimiser ça pour avoir une bonne réserve. Mais on se rend compte en fait que cela ne suffit plus puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont carencés aujourd'hui en vitamine D. Bon, déjà, les gens s'exposent de moins en moins parce que on sait qu'on a aussi des méfaits par le soleil. Vous vouliez dire? Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, parce que d'autant aussi, il faut quand même considérer aussi la situation actuelle avec la couche d'ozone. On peut pas la négliger. La couche d'ozone aujourd'hui ne nous permet plus de synthétiser tel qu'on pouvait le faire quelques années en arrière, d'où la nécessité effectivement de supplémenter très souvent en vitamine D. Parce que c'est vrai qu'on avait pour habitude de le faire chez les nourrissons et les personnes âgées, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population qui est en carence de vitamine D. Et c'est vrai que la vitamine D, elle est aussi importante. On l'appelle vitamine, mais il faut pas oublier qu'elle agit quand même comme une hormone avant tout. Donc, elle a vraiment son importance par rapport à l'ensemble des autres vitamines. Et est-ce qu'il y a un risque qu'on soit un peu plus carencé cette année parce qu'on a été confinés quand même en mars, avril? Est-ce qu'on part avec les accus un peu à plat ou pas? Je pense que c'est possible, même si on a eu l'avantage d'avoir un très bel été et puis pendant la période de confinement d'avoir beaucoup de soleil. Donc je pense que beaucoup de personnes en ont profité pour mettre le nez dehors. Mais bon, après, on a fait plus le plein de vitamine D ou moins? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une carence globale dans la population. Et ce qui est problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne la dose plus ou beaucoup moins en fait, parce que cette vitamine D, elle a été déremboursée dans les bilans sanguins. Du coup, on a du mal à savoir un petit peu ce qu'il en est par rapport au capital de chaque individu. Donc ça, c'est une petite problématique parce que quand on parle de supplémentation, il est toujours bien de savoir un petit peu où se situent les gens avant de pouvoir proposer une supplémentation en vitamine D. Alors, sans se supplémenter, je reviens. On met quoi dans son assiette ou on élimine éventuellement? Alors, dans l'assiette. Donc, bon, si on veut faire le plein un petit peu des vitamines essentielles, donc la vitamine A, par exemple, la vitamine A, on va la trouver dans le foie pour ce qui est vraiment de la vitamine A, les abats, mais on a à notre disposition beaucoup de végétaux qui vont nous apporter des provitamines A,
le bêta-carotène. Et donc là, on a à notre disposition tous les fruits de couleur orangée. Donc, en cette saison, on a tout ce qui est courge, potiron, petit marron, on a la carotte, la mangue, etc. Donc, ça, ce sont des sources, voilà, à mettre dans notre assiette pour ce qui est de la vitamine A, qui est une autre vitamine importante puisqu'elle renforce en fait notamment la peau et les muqueuses et elle favorise l'action des phagocytes. Béatrice Vitton, je crois que vous animez des ateliers cuisine. Est-ce que le système immunitaire est au menu? Pas complètement. Disons que moi, je n'envisage pas une séance de naturopathie sans parler de l'alimentation. C'est-à-dire que moi, c'est complètement intégré à la consultation. Donc, on va surtout sur un premier rendez-vous. Donc, la première des choses, moi, il se passe en 3 étapes. Effectivement, on va faire un bilan un peu du terrain, donc l'hérédité, voir un peu les habitudes de vie de la personne pour adapter à tout à chacun. Donc, tenir compte un peu de l'environnement ambiant et faire un bilan de vitalité. Et après, c'est de voir comment ils mangent pour les conseiller de éventuellement adapter par rapport à leurs besoins ou par rapport à la spécificité quand il y a des pathologies ou voir les carences potentielles chez certaines personnes et puis apprendre aussi aux gens qu'est-ce que c'est qu'un aliment. Parce que pour moi, alors c'est les vitamines d'une orange bio et les vitamines d'une orange industrielle, l'apport n'est pas le même non plus. Donc voilà, c'est prendre connaissance effectivement qu'est-ce que l'aliment et les bienfaits, c'est ce que j'appelle moi l'aliment thérapeutique, donc le médicament. Je pense que il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Enfin, c'est Hippocrate le disait lui-même, que ton aliment soit ton premier médicament. Donc, comment ne pas passer par l'assiette pour parler de l'immunité? C'est une évidence. Donc, clairement, on bannit tous les aliments transformés. On est bien d'accord. Plus on cuisine et plus on fait ça chez soi, et mieux c'est. On est d'accord. On est d'accord. Je pense qu'on valide toutes les deux. Non seulement quand on cuisine, mais en plus prendre des aliments qui ne sont pas des aliments vides, quoi, des aliments qui sont munis de vitamines. Et là, on parle beaucoup de vitamines, mais moi, je vais même jusqu'aux oligo-éléments dont on ne parle pas suffisamment et qui sont tout aussi importants. Oui. Et aussi, professeur Montero, peut-être revenir 2 secondes. Professeur Montero, justement, juste sur ce microbiote, ça me passionne le microbiote, alors je fais des fixettes, excusez-moi, mais ces aliments ultra transformés, le microbiote nous a appris que les aliments ultra transformés vraiment faisaient du mal à notre système immunitaire. On est d'accord avec ça ou pas? Tout à fait, absolument. D'ailleurs, il y a de plus en plus dans la littérature des travaux qui sortent sur l'effet des différents préservatifs des aliments ultra transformés, comme vous dites, qui changent le microbiote et qui induisent un aspect pro-inflammatoire. Un exemple typique, là, j'ai ouvert dans mon ordinateur parce que j'ai les résumés de l'étude, montrant par exemple les cellules qu'on appelle MATE, qui est une cellule qui va s'y localiser, une cellule T qui se localise dans la muqueuse et qui, elle, dépend de la riboflavine et du folate, qui est qui c'est le métabolisme de ces 2 vitamines qui sont générées par les bactéries microbiotes, des milliards de bactéries. Et quand vous avez un pesticide comme par exemple le chlorophyllose ou les glyphosates, les fameux, vous allez changer les microbiotes et ça affecte, change le type de réaction de ces cellules pour une réaction, au lieu de protectrice, une réaction pro-inflammatoire. Donc, la cellule devient comme si elle était activée contre le propre individu en causant une autre inflammation ou une autre immunité. Donc, en quelque part, je rejoins ce qui a été déjà dit, que effectivement l'environnement est extrêmement important. Si vous mettez dans votre assiette, dans votre cuisinière des aliments, je dirais, de bonne qualité, sans pesticides, des préférences biologiques qu'on appelle, c'est beaucoup mieux que manger avec des risques de pesticides ou des préservatifs, des antioxydants, des choses qu'ils mettent dans l'alimentation industrielle, qui sont, elles, moins efficaces pour le système immunitaire et qui peuvent être même délétères, comme je viens de dire. Pas forcément tous. Oui, alors malheureusement, on va pouvoir faire toute l'émission autour d'une table. Et pourquoi pas? Et ça serait... Oui, non, mais on aurait pu même faire un
déjeuner ensemble, c'est bien, mais c'est pas au programme. Alors, juste, il y a un autre élément peut-être dont on pourrait parler, c'est l'activité physique. Qu'est-ce qui finalement, alors le système immunitaire, attention, c'est pas un muscle, hein, peut-être qu'il faudra revenir là-dessus, mais même si on peut essayer de le doper. Mais quelle est la part de l'activité physique sur le système immunitaire? Qui est-ce qui veut répondre? Professeur Montero, peut-être, pour commencer? Oui, bien sûr. Les systèmes immunitaires dépendent, comme on a dit, non seulement du microbiote, comme d'un système qu'on appelle l'endocrine. Endocrine, ça veut dire un système qui produit des hormones. Donc, un des hormones qui est très important, c'est que les hormones du stress. Donc, les sports diminuent le stress et diminuent les hormones qui affectent le système immunitaire. Je vais pas rentrer dans le détail du nom des hormones pour pas que vous alliez, votre généraliste, doser telle hormone. C'est pas ça la question. Parce que sachez que le sport favorise les endorphines, favorise beaucoup des hormones, des molécules qui sont antistressantes, antioxydantes, et qui favorisent effectivement le bien-être du système immunitaire. Vous savez que le système immunitaire, ça paraît un peu virtuel, en effet. On a parlé du globules blancs, mais ils ont une origine. On a parlé du foie pour les vitamines. Le système immunitaire vient des os, donc de la moelle osseuse qu'on appelle. Et quand on est jeune, du foie, en fait. Le foie de très jeunes bébés participe aussi de la production du système immunitaire. À la phase adulte, c'est plutôt la moelle osseuse. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, ça joue un rôle clé dans le bien-être, d'avoir, faire du sport, faire une activité, et de bien s'hydrater aussi. C'est important. Oui, ça, c'est très important. C'est non seulement l'alimentation. Voilà. Justement, Eaton, vous, en tant que naturopathe, vous conseillez à vos patients de bouger pour mieux lutter contre les virus, je suppose. Alors, moi, bien sûr. Alors, je dis, mais bougez pas en excès. Je veux dire, on est quand même dans une société où maintenant tout est exponentiel. Donc, on fait tout dans l'excès. Et moi, je dis, l'excès amène à l'opposé. Parce que le sport, c'est bien, effectivement, c'est anti-stress, on s'oxygène, donc ça a plein de bienfaits. Mais un excès de stress est également pro-inflammatoire. Donc, ou alors on est dans l'excès, mais dans ces cas-là, on compense à côté avec des aliments anti-inflammatoires ou des compléments qui vont faire baisser cette inflammation. Mais rester dans une inflammation, c'est contre-productif ou c'est à l'opposé de ce qu'on recherche, en fait. Donc, moi, je dis le sport, oui, mais pas forcément faire du cardio. En excès. Ouais. Voilà, pas en excès. Pour vous, Laetitia Proust-Mignon, c'est pareil, hein, je suppose, hein, peut-être sur la même longueur d'onde. Moi, j'encourage en fait mes patients à lutter contre la sédentarité. En fait, le méfait de notre société, c'est la sédentarité, c'est le fait de rester assis. Hein, notre corps est fait pour marcher en fait. Et donc la problématique aujourd'hui, c'est justement de faire prendre conscience aux gens qu'ils ne marchent plus suffisamment. Donc, moi, je les invite en fait à faire un autodiagnostic sur le nombre de pas effectués en moyenne par jour pour qu'ils se rendent compte au quotidien de leur degré de sédentarité. Donc, je les invite. Il y a des applications maintenant. Hein, oui, voilà, donc maintenant, on a des applis sur le portable. Alors, je les invite bien à mettre le portable pour faire cette mesure dès le matin jusqu'au soir pour prendre tout en considération. Ou alors, maintenant, il y a des montres qui permettent, ou un podomètre tout simple, pour mesurer ça. Et l'idée, en fait, est de se rendre compte si on est au-delà des 6000 pas par jour. 6000 pas, en fait, c'est un petit peu la norme qui a été définie pour dire que on est sédentaire ou pas sédentaire. Donc, l'idée, c'est de dépasser le plus possible, se rapprocher en tout cas de ces 6000 pas par jour, sachant que l'OMS nous donne comme objectif 10 000 pas. Hein, donc, il y a une petite marge. Oui, alors en revanche, quand on est enrhumé, grippé ou autre, il faut quand même pas trop forcer, hein, on est d'accord. Hein. Ah ben là, c'est pas question de forcer, hein, on peut très bien. Alors quand on est grippé, fiévreux, non, là l'idée c'est de rester couché, de boire du bouillon et puis voilà, de laisser son organisme, on va dire, récupérer tranquillement. Mais simplement marcher, voilà, prendre en considération l'impact de la marche au quotidien plutôt que de chercher à aller s'inscrire dans une salle de gym où on va aller 2 fois le mois et puis après on va laisser tomber et l'impact sera pas du tout le même. Alors, on va attaquer une troisième, j'allais dire, notion de l'hygiène de vie, c'est le sommeil peut-être. Alors, professeur Montero, est-ce qu'il a une influence sur notre défense immunitaire? Ah oui, c'est clair.
c'était montré même que l'insomnie, diminution du sommeil, sans parler d'apnée de sommeil, hein, simplement le temps de sommeil influencie énormément et favorise l'inflammation. De même qu'on vient de parler de l'hygiène de vie, l'obésité, on sait qu'elle la favorise aussi. En fait, les gens qui ont une IMC un peu élevée, on peut appeler obèses, ils ont une inflammation sous-jacente autour des adipocites. Donc, la même chose est vraie pour ceux qui ne dorment pas assez. C'est vrai que le sommeil, c'est essentiel. Le sommeil profond est essentiel également. Donc, un bon sommeil, c'est essentiel pour un bon système immunitaire, c'est évident. Et ça a été... Oui, l'idée toute bête qu'on recherche ses aigus pendant le sommeil, c'est finalement, en fait, ça se vérifie. En fait, c'est les hormones du stress qui vont commencer à être beaucoup plus fréquents, moins des hormones anti-inflammatoires et naturelles, relaxation de l'individu pour avoir retrouvé les forces nécessaires, l'oxygénation nécessaire des muscles. Et donc, il y a tout un équilibre, en fait. C'est essentiel. Même votre microbiote, certainement, va je ne sais pas, je parle. Je passe la parole. Non, il n'y a pas de problème. C'est toujours plus difficile, effectivement, quand on est à distance. Il n'y a pas de problème, professeur Montero. Juste Laetitia Proust-Millon, justement sur cette notion de sommeil, on sait bien que sommeil, alimentation, tout ça, c'est très lié. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quel type de conseils vous donnez à des gens qui ont des problèmes de sommeil et donc qui ont besoin de renforcer leur défense immunitaire, peut-être? Ça va être surtout de s'occuper un petit peu de regarder quelle est la composition du dîner, hein, parce que plus un repas va être riche, notamment en graisse, en protéines, et si en plus on ajoute à ça de l'alcool, moins le sommeil va être facile déjà à trouver et moins il va être réparateur. Parce que l'alcool, en fait, va faire dormir dans un premier temps, mais va perturber le sommeil profond et faire en sorte que les gens se réveillent 3-4 heures après. Donc, l'idée, le conseil, c'est justement d'avoir un dîner plutôt léger, sans substance, on va dire, excitante, pour que le sommeil se passe le mieux possible et que l'endormissement soit plus facile à trouver. Donc, une soupe et au lit. Non. L'idée, c'est quand même de ne pas se coucher avec la faim, parce que si on mange trop léger, le risque, il est là. En fait, j'ai beaucoup de patients qui vont faire ça, qui vont manger une soupe, un yaourt, sous prétexte de bien faire, mais à 11 heures, ils ont très faim, et là, ils ouvrent le frigo et ils commencent à manger n'importe quoi. Et là, on grignote. En fait, ça, pas une bonne idée. On sait aussi que les glucides, donc les féculents, les sucres lents, vont avoir un effet et vont justement favoriser la sécrétion de mélatonine. Donc, au contraire, on peut avoir un repas qui est plutôt riche en végétal. C'est ça qui est important, de privilégier des légumes, mais on peut très bien avoir des légumes secs, un petit peu de féculents pour accompagner, un petit peu de protéines, ça peut être sous forme d'un produit laitier. Donc, il faut quand même que le repas soit globalement équilibré, mais voilà, sans abus de gras, de protéines type viande, et notamment viande rouge, et si possible sans alcool. Béatrice Vitton, peut-être un dernier point que je voulais aborder avec vous. Le professeur Montero on a touché deux mots tout à l'heure, et puis vous-même, quand vous disiez finalement c'est tout l'environnement dont on va prendre compte, c'est toutes ces muqueuses, la peau, le nez, comment on peut entretenir, est-ce que vous travaillez là-dessus, sur chouchouter en fait ces barrières naturelles un petit peu que sont notre peau vis-à-vis des virus extérieurs? Alors déjà une bonne détoxination, je dirais. On va. Alors vous parlez de la peau, c'est pour ça que je pense tout de suite à la sudation. Ça peut être par les hammams, le sauna ou la transpiration à travers le sport, qui vont effectivement faire éliminer les toxines. Donc moins on aura de toxines et plus le corps sera apte à combattre contre les agents pathogènes extérieurs. Maintenant. Je voudrais revenir par rapport à la qualité du sommeil, qui est très importante, parce que moi, je l'ai remarqué avec cette période de Covid, où les gens travaillent énormément en télétravail. Donc, ils passent des heures sur les écrans qui sont quand même des capteurs de mélatonine. Et il faut qu'ils prennent conscience. Alors, d'abord, tous les ordinateurs maintenant sont équipés d'écrans, de filtres bleus. Donc, déjà, mettre en place systématiquement ces filtres bleus, que ce soit sur l'ordinateur
ou sur les téléphones portables. Moi, ça, c'est une des choses que je dis tout de suite parce qu'on a vu les troubles du sommeil qui sont intervenus, les insomnies, les gens qui n'arrivaient plus à s'endormir parce qu'ils avaient passé 7 heures devant leur ordinateur. Donc ça, attention. Et puis ces connexions répétées. Donc, excusez-moi. Tout à l'heure, vous parliez des montres connectées. Moi, je suis un peu contre parce qu'on est déjà suffisamment connecté tout le temps. On a des ondes partout et ce sont quand même des perturbateurs. Ce sont des perturbateurs endocriniens, donc ils agissent aussi sur l'organisme. Alors, se connecter une fois pour connaître ce qu'on a, mais ça, on le fait une fois pour se rendre compte, pour quantifier, mais arrêter de tout calculer tout le temps dans la performance, qui est pour moi un phénomène de stress supplémentaire et qui est antinomique avec ce qu'on recherche. Non, je suis complètement d'accord. L'idée, c'était vraiment de faire un état des lieux, on va dire, pour connaître un petit peu. Mais c'est bien d'en avoir parlé parce que c'est vrai que maintenant, ils dorment même avec leur monde connecté, quoi. C'est un truc de fou. Oui, c'est vrai. Il y a des connexions partout. Alors, si vous le voulez bien, vous allez rester avec nous. Ce qui est important de passer. Oui, professeur, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste dire un petit mot. Et juste rajouter que qu'on parle de sommeil, il faut qu'on sache que l'insomnie, c'est moins de 6 heures de sommeil en moyenne. Donc, il faut au moins 6 heures, de préférence 8 heures par jour. Il est très important, comme ça a été dit, d'éliminer les écrans, éliminer tout le stress, avoir une alimentation légère pour arriver avec un sommeil. Et ça, c'est essentiel pour le système immunitaire et pour toute autre chose de l'organisme, même pour le cardiovasculaire, pour les muscles, pour tout, pour le cerveau. Donc, je pense que on a touché un point extrêmement important qui est extrêmement négligé, en fait. Parce que de plus en plus, on est branché, c'est comme ça a déjà été dit. On n'a qu'à voir comment la société a organisé la vie. Les films se terminent à 23h. Voilà. On va passer à la troisième partie. Alors, oui, exactement. Alors, on va passer à la troisième partie de ce dernier, la dernière partie, de ce grand débat de la santé sur Radio Médecine Douce avec le magazine Ça m'intéresse. Le grand débat de la santé, troisième partie. Et nous allons donc maintenant voir si, au-delà de l'hygiène de vie qu'on a abordée, certains produits peuvent doper nos défenses immunitaires. Oui, et la question, Kenza, mérite d'être posée car on voit bien que les rayons des pharmacies, même des supermarchés d'ailleurs, regorgent de produits qui prétendent en fait renforcer notre système immunitaire. Alors, on va essayer de faire un petit peu le tri. Premièrement, alors on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, donc on va essayer de faire rapide. La traditionnelle cure de vitamines avant l'hiver, efficace ou pas, professeur Montero, selon vous? Moi, je ne suis pas pour, je suis désolé si j'ai contredit certains collègues, mais en fait, moi, je serais plutôt pour la partie naturelle, comme ça a déjà été discuté, pour l'alimentation, une hygiène de vie, c'est essentiel. Éviter des médicaments qui agressent les organes, que ce soit les reins, que ce soit les cœurs, que ce soit les poumons. Par exemple, prendre trop de médicaments, c'est pas bien. Il faut vraiment voir son généraliste et son médecin avant de prendre quoi que ce soit. Et à mon avis, renforcer le système immunitaire, c'est ce qui a déjà été dit. Si on veut renforcer l'immunitaire contre un agent spécifique, il faut se faire vacciner. Ça, c'est très, très important. Les vaccins ont été découverts dans ce pays par Louis Pasteur. À Louis Pasteur. Aujourd'hui, pour faire ce qu'a fait Louis Pasteur en 1874, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut, on a vu là, plus qu'un an et demi. Aujourd'hui, on a eu la nouvelle que Pfizer aurait, je mets ça au conditionnel, des résultats très positifs avec son vaccin anti-Covid. Les vaccins sont très importants. Et si je termine, j'étais coupé là. Quand les vaccins étaient arrivés en Amérique, vous m'entendez là? Oui? Oui, on vous entend, professeur. Allez-y, continuez. Oui, on vous entend. Non, je disais que simplement, les indigènes, qu'ils soient en Amérique, en Afrique ou en Asie, ont été extrêmement pénalisés par les voyages des colons européens pour les périodes et toutes ces découvertes de nouveaux mondes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils arrivaient avec leur virus qui pour eux était naturel. On a parlé d'immunité collective. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on décimait les indigènes qui étaient tous morts avec le même virus, le même, mettons, microbiote, le même micro-environnement qu'on avait ces colons qui apportaient chez ces indigènes qui n'étaient pas préparés. Pourtant, ils étaient quoi? Naturels. Ils mangeaient bien, ils avaient du sport, ils marchaient, mais ils ne connaissaient pas le virus. Donc, il ne faut pas oublier les vaccins. Les vaccins étaient découverts par un Français. Je sais qu'il est très controversé.
mais là, il peut sauver, il a énormément changé la face de la planète et les gens oublient ça. On a vécu le siècle dernier, les autres siècles avec des pandémies extrêmement graves. Ça, c'était un des sujets abordés. Je pense un grand débat de la santé, rien que sur la vaccination. Ça, un c'est jour, sûr. on reviendra Ça sur le va sujet venir. parce que ça mérite de s'apesantir. Juste Laetitia Proust-Millon, justement, la cure de vitamines, vous en pensez quoi? Est-ce que quand même, si on est carencé, il faut le faire? Alors, oui, bien sûr, s'il y a carence, mais ce qui est le plus important, voilà, les carences, en fait, au final, des vitamines dont on a parlé, vitamine A, vitamine D, vitamine C, hormis la vitamine D, bon, on a dit qu'il y avait une petite carence, mais les autres, il y a rarement des carences. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment diversifier son alimentation, supprimer les produits ultra transformés, revenir à une alimentation le plus possible, majoritairement végétale, on va dire, et voilà, de respecter un équilibre en choisissant des bonnes matières grasses. Hein. On n'a pas parlé des acides gras, mais là, c'est aussi important pour tout ce qui est régulation de l'inflammation et notamment l'importance des oméga 3 dans notre alimentation. Hein. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, c'est déjà travailler là-dessus. Et si les gens arrivent à rééquilibrer, à manger de façon un petit peu plus équilibrée et plus d'axer plus sur le végétal, ben on a une assiette qui est déjà bien, on va dire, pleine qui regorgera plein de vitamines, de micronutriments. Alors, on parle aussi beaucoup d'huiles essentielles hein, qui sont souvent déclarées comme avoir des propriétés immunostimulantes. Vous, Béatrice Stivon, vous en utilisez en consultation de naturopathie? Alors, les utiliser durant la consultation, non, mais les conseiller, oui. Et ça marche ou pas? Bah, ça marche, bien sûr que ça marche. Les huiles essentielles, c'est quoi? C'est un extrait de plante, donc c'est un extrait concentré. Donc bien sûr. Alors après, chaque huile a sa propre caractéristique, mais bien sûr que ça marche. C'est comme si on disait, est-ce que les aliments marchent dans l'assiette? Oui, bien sûr, ils fonctionnent. À partir du moment le vivant reconnaît le vivant, donc oui, elle va avoir son action. Et oui, effectivement, on peut booster. Moi-même, hein, quand je sens mais j'attends pas que la chose s'installe, je sens un petit frisson, je sens que j'étais dehors, un petit coup de froid, je prends une goutte d'huile essentielle de Ravinsara et tout de suite, je sens que ça repart. Hein, donc oui, bien sûr, bien sûr. Alors après, je suis très, il faut faire très attention parce que c'est devenu, ça s'est un peu vulgarisé, donc les gens n'ont pas l'impression que ce sont des choses. L'huile essentielle est puissante, donc arrêtez de les prendre n'importe comment, n'importe quand et sans être conseillé parce que c'est comme tout, hein, une huile est bonne pour une personne et pas forcément la même huile pour une autre personne. Hein, il faut qu'elle réponde à la vibration de la personne et elles ne sont pas innocentes. Et puis quand je vois qu'il y a des huiles essentielles qui ne sont pas bio, bah c'est pareil. Il y a une huile essentielle sur une plante où il y a eu des pesticides, des herbicides, elle n'aura pas la même force qu'une huile essentielle qui est propre et voilà, qui a été dans le respect. C'est mieux de les acheter dans des boutiques justement bio directement, hein, au lieu de les acheter sur Internet, par exemple. On ne connaît pas toujours la. Alors, oui, je ne veux pas citer un des sites effectivement qui vend des huiles essentielles qui sont moins chères qu'ailleurs, mais on en connaît aussi la raison. Hein. Quand on creuse, on voit où elles sont, d'où elles viennent, et voilà. Et c'est devenu l'industrie aussi, hein, au même titre que l'alimentation est passée dans le monde industriel. Les huiles essentielles sont également passées dans le monde industriel avec tout ce qu'on peut en faire quand il y a des intérêts économiques derrière. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent parce que c'est naturel que c'est inoffensif, ce qui est évidemment totalement faux. Donc, il faut quand même faire attention. L'ANSES a lancé une alerte là, en avril dernier pour dire qu'elles étaient inefficaces contre le Covid. Certaines personnes désinfectaient leurs masques allègrement avec des huiles essentielles. Il faut quand même faire attention. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Montero? Oui, je suis complètement d'accord. Je crois qu'il faut faire attention. Tout ce qui est pour les qualités sur lesquelles on prend que ce soit une alimentation, que ce soit l'huile naturelle, évidemment. C'est pas ma spécialité, je ne vais pas me prononcer sur l'effet des huiles naturelles, mais je vous rejoins là-dessus. Je pense qu'effectivement, il faut des choses de bonne qualité. L'industrie, elle peut altérer les choses et ça, c'est très important d'être conscient de ça.
C'est-à-dire, comme vous disiez, Béatrice Bitton, il faut savoir laquelle, comment, dans quel cadre. Oui, Enfin, et puis c'est plus que ça, c'est-à-dire que là, vous savez, on est dans un monde énergétique et vibratoire, donc une plante va reconnaître, je veux dire, une personne va être sensible, ça va bien réagir avec cette plante-là, alors qu'elle pourrait pas du tout réagir chez une autre personne. Donc la nature nous offre une richesse de plantes. Donc effectivement, même sur une plante qui a la même différentes plantes qui ont les mêmes caractéristiques, il y en a une qui sera plus appropriée à telle personne et une autre à telle autre personne. Donc, elle va pas fonctionner chez un, mais elle fonctionnera très bien chez un autre. Laetitia Proust-Millon, un autre produit qu'on a peut-être dans nos placards, enfin sûrement d'ailleurs, c'est les probiotiques d'une certaine manière. Hein, on en a tous, il y a des yaourts, voilà, puis aussi des produits de la ruche, on a peut-être du miel, qui sont présentés comme ayant des propriétés immunostimulantes. Vous en pensez quoi? Vous les recommandez? Alors, moi, je recommande pas de manger du yaourt en particulier ou du miel en particulier. Je pense qu'on en revient sur des choses vraiment sur l'équilibre. Il y a pas d'aliments comme ça qui vont booster. Et j'aime pas trop le terme booster d'ailleurs comme ça parce que ça se fait pas de cette façon-là. C'est un terrain et il faut entretenir ce terrain en fait. Et donc, c'est vraiment le quotidien et la fréquence et la répétitivité des choses qui vont faire qu'on va avoir un terrain qui va être plus favorable. Donc, c'est au contraire que de chercher des aliments miracles, entre guillemets, c'est vraiment diversifier au contraire le plus possible ces légumes, ces fruits, ces féculents, ces protéines, ces matières grasses. C'est vraiment avoir une variété de qualité. Hein, ça, c'est aussi important, qui va faire la différence. Alors, oui, on sait que les fibres, par exemple, et certaines fibres vont être prébiotiques. Alors, différence entre prébiotiques et probiotiques. Donc, les probiotiques sont les bactéries qui composent en fait notre flore intestinale, notre microbiote. Les prébiotiques, en fait, sont la nourriture de ces bactéries. Et donc, les prébiotiques sont des fibres qu'on va retrouver dans les légumes, principalement. Hein, on peut en citer, par exemple, l'inuline qu'on va trouver dans l'artichaut, dans l'asperge. Voilà, on a dans l'ail, par exemple. Il y a aussi dans l'oignon, dans le poireau. On a beaucoup de fibres prébiotiques, donc qui sont de la nourriture pour nos bactéries favorables du microbiote. Donc ça, voilà. On voit que donc en gros, cherchons pas des béquilles à l'extérieur. On a plein de choses à notre disposition. Voilà. Il y a un point quand même sur lequel j'aimerais qu'on revienne. On l'a un tout petit peu abordé pareil, mais que j'aimerais qu'on creuse. C'est le stress. On sait que le stress augmente notre vulnérabilité aux infections. Est-ce que ça veut dire que si j'agis sur mon stress potentiel par de la méditation, d'autres par de la cohérence cardiaque, enfin voilà, est-ce que ça peut présenter un intérêt selon vous? Qui est-ce qui veut s'exprimer? Peut-être Béatrice Bitton, vous avez un avis sur la question. Bah oui, c'est évident. Oui, bien sûr, le stress c'est pro-inflammatoire aussi. Donc, savoir gérer son stress ou apprendre à gérer son stress, effectivement, ça va avoir une incidence sur notre immunité, mais au même titre qu'un stress déséquilibre le microbiote. Donc, vous voyez, on est toujours dans un tout. Hein. Y a rien qui est exclu. On est dans un ensemble voilà, on est dans un ensemble, je sais pas comment le dire, universel hein, quelque part. Hein. Donc, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est tout s'embrique l'un dans l'autre plutôt. Hein. Oui, tout à fait. Alors peut-être on arrive à la fin de cette émission. En conclusion, je dirais peut-être un dernier conseil de chacun d'entre vous pour cet hiver qu'on s'apprête à passer un petit peu bizarrement, enfin même si on a eu une première expérience. Mais voilà, on est encore dans le confinement, il risque de durer un petit peu. Professeur Montero, quel serait votre conseil, vous? Moi, comme immunologiste, je vous conseille de vacciner contre la grippe, hein, ça c'est évident. Les gens âgés, j'ai oublié de dire que l'immunité, elle diminue avec l'âge. Et à partir de la soixantaine, on a ce qu'on appelle l'immunosénescence. Le corps vieillit, et vieillit en général, l'immunité vieillit aussi. Donc on a moins d'anticorps, il y a moins de cellules pour combattre. Donc ces personnes-là doivent faire attention notamment à ce qui a été dit pour la vitamine D, le soleil, s'y se poser dans le balcon, ou faire ses besoins un complément de vitamine D, et surtout, c'est vacciner contre la grippe les personnes à risque, personnes qui sont
qui ont une comorbidité, quoi que ce soit la comorbidité, mais qui n'en ont pas, surtout les gens plus âgés. Et si un vaccin s'avère efficace, n'hésitez pas à se vacciner contre le Covid. Ne pensez pas, il faut penser statistiquement. Les vaccins, statistiquement, c'est extrêmement bénéfique. Il y a des cas isolés des complications, mais c'est isolé. Dans une population de 10 millions de personnes, vous avez très peu de chances de tomber dans ces cas isolés. Ça, sachez ça. Ok. Béatrice Vitton, un conseil pour cet hiver un peu confiné, malheureusement. L'hiver un peu confiné. Donc, que dire? La pensée positive. Je trouve que c'est une excellente manière aussi de booster son immunité, même si on va pas, j'emploie le mot booster parce que je trouve on voit bien un peu là où on veut aller. Mais effectivement, on est déjà dans une ambiance un peu anxiogène. Donc, moi, je sais que j'ai toujours avancé dans la vie parce que je ne regarde pas que le verre vide. Voilà. Donc, en ayant un regard positif sur les choses, je pense que déjà notre taux de vitalité augmente. Et je conseille à tout le monde d'avoir le sourire et d'être confiant et que, voilà. Votre conseil pour cet hiver? Alors, mon petit conseil, mais qui est un conseil plutôt général d'alimentation avec l'assiette idéale, entre guillemets, qui devrait être composée de 3/4 en fait de végétaux. Quand je dis 3/4 de végétaux, c'est une moitié de l'assiette légumes et fruits, avec un cru, un cuit, si possible. Un quart de féculents, céréales, légumes secs, ce qu'on veut pour apporter justement un petit peu le côté énergie, et un quart protéines, animales, végétales, comme on veut, poisson, viande, œufs, tofu, légumes secs encore une fois en complémentation. Donc ça, c'est ce qui compose l'assiette avec des bons acides gras, et notamment ne pas oublier donc les oméga 3 en utilisant de l'huile de colza par exemple, l'huile de cameline qui peut être utilisée, de l'huile d'olive aussi pour composer tout ça. Et là, on a une assiette en fait en variant les légumes de saison, les féculents, justement un petit peu diversifiés, complets, pas complets, légumes secs, etc. et des protéines variées. On a une assiette qui va nous apporter justement la base, on va dire, pour un corps en bonne santé. Et prendre plaisir à manger, c'est important aussi. Avec le plaisir de manger. Merci en tout cas pour votre participation à tous les trois. Professeur. Oui, non, juste c'est bon. Maintenez les masques et les distanciations sociales pendant l'hiver. N'oubliez pas ça, parce que nous n'avons pas encore la même hiver. Effectivement. Bon, c'est le conseil de la fin. Merci beaucoup, professeur Renato Montero, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président de la Société française d'immunologie et chef de service à l'hôpital Bichat à Paris. Merci à vous, Béatrice Vitton, naturopathe à Vincennes et membre du syndicat professionnel de naturopathie. Et merci à vous, Laetitia Proust-Millon, diététicienne nutritionniste dans la région bordelaise. On rappelle aussi que vous êtes auteur de plusieurs livres sur l'alimentation anti-inflammatoire. Et merci en tout cas pour votre sympathie et toutes ces connaissances qui nous ont fait partager aujourd'hui. Cécile, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous également, d'avoir animé cette émission. Je rappelle en tout cas à tous ceux qui sont intéressés par le système immunitaire qu'il y a un très gros dossier qui est en kiosque avec un hors-série de Ça m'intéresse santé. Donc vous pouvez vous procurer dès maintenant dans n'importe quel kiosque. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Grand Débat de la Santé. Bien sûr, à bientôt. À bientôt et prenez soin de vous surtout. À bientôt. Le Grand Débat de la Santé, en coproduction avec le magazine Ça m'intéresse santé. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'application Radio Médecine Douce et sur toutes les plateformes de téléchargement.